Bonjour et bienvenue à tous dans le podcast du commandement du combat futur. Le thème de l'émission, autour du Battle Lab Terre, le Kohoma Kesako. Alors notre invité, le colonel Brucker. Mon colonel, bonjour. Bonjour mon lieutenant. Alors pourriez-vous nous donner quelques éléments biographiques pour commencer ? Alors, colonel Brucker, j'ai une vingtaine d'années de service. J'ai réalisé un peu plus de la moitié de mon parcours au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. J'ai également servi dans le domaine nucléaire, radiologique, biologique, chimique, un domaine un petit peu technique, sur des questions liées plutôt au territoire national, et aussi une bonne partie de mon parcours en école, comme tout officier de l'armée de terre. Et donc j'ai rejoint la section technique de l'armée de terre il y a 1 an et demi à l'issue de mon temps de commandement, à mon initiative, enfin à ma demande en tout cas, pour travailler dans l'innovation. Alors, est-ce qu'on peut dire que dans votre carrière, ce qui vous sert aussi aujourd'hui, c'est le fait d'avoir été en relation avec un public qui est parfois non militaire ? Oui, effectivement, c'est le fait d'avoir la possibilité d'échanger avec le monde civil me sert tout particulièrement dans la mesure où le Battle Lab Terre a une mission d'innovation ouverte, donc d'aller capter l'innovation dans le domaine civil. Donc ça a pu être le cas lors de mes affectations précédentes. Alors vous êtes donc le chef du groupement innovation et vous êtes directeur de ce fameux Battle Lab Terre. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus précisément cet organisme et peut-être même aussi la place dans la politique d'innovation de toute l'armée de terre ? Donc le Battle Lab Terre est un outil pour l'armée de terre qui a été créé il y a 4 ans, dédié à l'innovation ouverte de boucles courtes. C'est-à-dire que nous sommes une vingtaine de personnes issues de toutes les fonctions opérationnelles de l'armée de terre, et nous allons chercher dans le domaine civil, dans les autres secteurs, des innovations qui pourraient trouver un usage pour le soldat sur le terrain. Un exemple, si je pouvais l'illustrer, la semaine dernière, j'ai 2 de mes personnels qui sont allés au salon CES à Las Vegas pour faire de la veille. J'ai moi-même eu l'occasion d'aller visiter le lab gigantesque de Decathlon en fin d'année dernière pour voir leurs innovations et les innovations qui pourraient servir, venir trouver leur place dans le sac à dos du fantassin notamment. Et au sein de l'armée de terre, donc c'est cette étape d'innovation ouverte et complémentaire de l'innovation portée par tous les soldats de l'armée de terre, qu'on appelle l'innovation participative, qui elle remonte directement vers l'officier général en charge de l'innovation capacitaire. Donc chaque soldat qui pourrait rencontrer une difficulté, une problématique et qui aurait une solution remonte ses projets. Donc on a un volume d'environ une trentaine de projets qui sont validés par mois, remontant des unités de l'armée de terre. Ça, c'est le deuxième volet de l'innovation. Et enfin, nous avons également l'innovation plus réactive à la base du retour d'expérience. Donc, un exemple pourrait être le Tourello téléopéré, lorsque l'armée de terre a été confrontée aux engins explosifs improvisés en Afghanistan il y a plus d'une quinzaine d'années. C'est à ce moment-là que le Tourello téléopéré est apparu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'innovation incrémentale au fil du rétex. Voilà. Ça, c'est pour le 3e et dernier volet, l'ensemble pour les équipements portés par la section technique de l'armée de terre. Est-ce qu'on peut imaginer que votre but aussi, c'est de faire en sorte que ces innovations passent justement d'une idée à une chose concrète sur le terrain en un temps de plus en plus court ? Alors effectivement, il y a cette volonté d'accélérer l'innovation, à la fois la captation, à la fois les essais, la maturation, et également à la fois l'intégration dans l'équipement du soldat, ce qu'on appelle le passage à l'échelle. Par contre, l'innovation, c'est toute une démarche. La devise du Battle Lab Terre, c'est le devoir d'essayer.
Donc il faut avoir cette culture de l'échec, ne pas avoir peur de l'échec, de prendre des risques, d'apprendre. Et chaque exploration, comme on l'appelle, on en tirera toujours des enseignements. Des fois, on peut tester des équipements et simplement fermer des portes et de dire là, c'est trop tôt. Un exemple, c'est l'exosquelette. On a beaucoup parlé des exosquelettes dans les années de lancement du Battlelapter. On les a testés, on s'est rendu compte que le projet était prometteur, mais trop prématuré pour trouver un usage immédiat pour le soldat. Donc des fois, c'est un exercice de patience également. Alors, le Battlelapter organise depuis 2021, et on en parlait en début d'émission, le COOMA, le fameux, c'est un challenge homme-machine. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste et à qui il est destiné? Quelles sont les attentes de ce programme très particulier? Tout à fait, donc COOMA pour collaboration homme-machine. Donc, il s'agit d'un challenge dont la deuxième édition s'est terminée en fin d'année dernière lors de la diffusion du retour d'expérience. L'ambition, c'est de faire venir à nous et faire travailler des industriels de défense déjà établis, associés à des entreprises, des startups plus petites, avec une autre approche, des écoles d'ingénieurs et également des instituts de recherche autour d'une mission tactique à réaliser sur le terrain à partir de drones et de robots. Donc si c'est un challenge de robotique aéroterrestre, qui nous permet de confronter au terrain l'ensemble de ces acteurs et de les mettre en situation tactique. Donc le but de ce challenge, c'est de contribuer à une ambition de l'armée de terre, à une démarche qu'on appelle la démarche Vulcain. On sait que pour l'instant la robotique n'en est qu'à ses débuts, que l'armée de terre en sera peut-être dotée à l'horizon 2040. Et donc ce challenge COOMA permet de mettre tous ces acteurs sur le terrain et de développer ces systèmes selon une approche que je dirais bottom-up, du bas vers le haut, et avancer de challenge en challenge pour progresser collectivement sur ces questions. Vous mettez ces équipes dans une ambiance opérationnelle et tactique? Effectivement, c'est ce qui singularise un petit peu ce challenge. Il existe d'autres méthodes innovantes, d'autres challenges. L'Agence Innovation de Défense a lancé un challenge cette année avec lequel nous collaborons activement, qui s'appelle Mobilex, Mobilité en environnement complexe, qui est un challenge plus technique. Là, notre rôle, ce sera vraiment de les mettre sur le terrain. Donc, la confrontation à la réalité des obstacles, des difficultés de communication, mais également face à un ennemi. Face à un ennemi qui peut manœuvrer, qui réagit, qui est intelligent, avec donc une charge mentale qui va peser sur les opérateurs, sur des opérateurs civils, pour leur faire comprendre ce que ressent le soldat. Donc le brouillard de la guerre, le frottement, l'incertitude. Voilà, donc un petit warm-up en début de restitution tactique, et progressivement, nous les mettons dans les conditions du réel. Quel type de robots, quel type de mécaniques spécifiques ont été utilisés lors du dernier challenge? Alors, nous avons un peu toutes les plateformes existantes en termes à la fois de plateformes terrestres, ce qu'on appelle des robots de taille plus ou moins grande, et également des drones avec différentes fonctionnalités de détection, de reconnaissance. Certaines équipes avaient commencé pour décliner cette deuxième mission qui était la mission s'emparer d'eux. Une équipe a développé un tourello téléopéré, armé, voilà, donc qui n'a pas été utilisé en tant que tel dans le cadre de l'exercice. Mais cette deuxième édition a été l'occasion de ce développement. Donc plutôt un panel de robots et de drones. Et justement, lors de ce jeu, qu'est-ce qui, pour vous, a été mis en avant comme peut-être problème à régler?
Alors, les difficultés initiales qui avaient été détectées, enfin identifiées lors de la première édition étaient essentiellement liées aux difficultés de communication, de maintien de la liaison, et pour des opérateurs de compréhension de l'environnement. Lorsque vous devez téléopérer un système, depuis un VAB, un griffon, un véhicule maître, de comprendre ce que voit le robot à 100, 200, 300 mètres. Donc il y a une permanence des liaisons qui est déterminante. Donc ça, c'est un premier retour d'expérience. À l'occasion de la deuxième édition, où toutes ces équipes avaient progressé significativement, on s'est rendu compte que seul, et ça c'est un des retours d'expérience majeurs, que seule la complémentarité drone-robot permettait véritablement d'appréhender à distance ce qu'il se passait sur le terrain. C'est-à-dire que la vision au niveau du plancher des vaches par le robot ne suffisait pas, ne serait-ce que pour passer un premier obstacle. Et donc ce sera l'objet des éditions futures, et immédiates en tout cas, de travailler sur ce couple drone-robot. Mais l'homme reste au cœur de la machine. Évidemment, l'homme reste au cœur de la machine, l'homme reste plutôt, je dirais, au cœur du dispositif. La machine, dans ces cas-là, est un outil soit pour simplifier certaines tâches, soit pour mener des actions de manière déportée, soit à terme pour pouvoir mener, par exemple, un tir hors des vues directes, ou avoir une compréhension du terrain plus rapide. Lors de cette deuxième édition, certaines équipes ont déjà démontré l'aptitude ou des briques technologiques qui correspondaient au déploiement d'une flotte de drones qui scannaient le terrain, découvraient automatiquement, détectaient un certain nombre de pièges qui avaient été positionnés avec un retour automatique vers l'opérateur. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qui peut permettre aux soldats d'améliorer sa compréhension du terrain et de l'ennemi. Donc là, c'est une approche concrète, mais est-ce que vous pouvez nous donner aussi quelques autres exemples de choses que vous avez commencé à utiliser et qui ont trouvé déjà une application dans le champ de bataille? Et Dieu sait s'il y en a en ce moment. Vous dire que dès cette deuxième édition, certaines fonctionnalités ont déjà une application immédiate sur le champ de bataille, ce serait un petit peu surjoué. Néanmoins, cette deuxième édition pour nous a été l'occasion de réaliser un état des lieux de l'ensemble des fonctionnalités qui nous intéresseront. Donc, avec déjà des premières conclusions. Les principales conclusions sont dans la mobilité. Des caractéristiques minimales requises pour pouvoir progresser sur un terrain qu'on appelle complexe ou déstructuré. Des fonctionnalités liées à la détection, comme je l'évoquais, détection, identification, ce qui permettra peut-être d'automatiser un certain nombre d'actions ou de tâches. Également la fonction agression, la fonction feu. Alors là, il s'agissait plutôt pour l'instant, même si une équipe avait installé un tourelle téléopéré, des fonctionnalités de télémétrie. Voilà pour l'essentiel de ce qu'on a pu capter. Ce qu'on a également constaté, c'est que pour l'instant, les équipes étaient encore beaucoup dans ce qu'on appelle la téléopération, plutôt la télécommande à distance. On est encore très loin d'avoir la possibilité de mener une action, une mission ou une tâche de manière complètement autonome ou même semi-autonome. Alors mon colonel, pour terminer, nous aimerions tous le savoir, est-ce qu'une troisième édition est envisagée pour ce COOMA? Oui, mon lieutenant, le COOMA 3, un appel à candidature a été lancé par l'Agence Innovation de Défense qui soutient ce projet, donc a été lancé fin janvier 2024. Et pour se donner rendez-vous pour un objectif opérationnel à remplir vers mai 2025, puisqu'il s'agit bien, à l'instar des autres éditions, de toute une phase de maturation, de travail, de développement de solutions techniques et tactiques pendant plusieurs mois.
Donc le projet a été lancé sur la base des retours d'expérience des 2 éditions précédentes. Lors de Kohoma 2, nous avions environ 55 participants regroupés dans 15 entités. Donc nous pensons avoir le même nombre d'acteurs qui nous donneront rendez-vous donc en 2025 pour une nouvelle mission. Colonel Brucker, chef du groupement Innovation, merci. Merci mon lieutenant. Cette balado-diffusion du commandement du combat futur se déconnecte. À bientôt pour un nouveau saut dans l'avenir.